to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content, je renoue le dialogue avec Maurice Darmon, qui était venu par 2 fois pour nous parler de Tarkovsky. Et c'était Le Sacrifice dans un premier temps, je crois, ou Le Miroir, mais peu importe. En tout cas, vous êtes venu par 2 fois. Et il y avait aussi Giacomo qui était venu pour nous parler de Solaris. Pourquoi je cite Giacomo? Parce qu'en fait, tout ça, c'est une saga. C'est comme disent aujourd'hui les jeunes, une saga Tarkovsky. Parce que Maurice Darmon, en tant qu'écrivain, il est aussi éditeur, 202 éditions. Et par exemple, le voici, ça c'est le dernier, enfin, en tout cas, c'est pour ça qu'il est venu aujourd'hui, pour nous parler donc de Tarkovsky, du premier, voilà. Tarkovsky, Guerra, Nostalgia, 1976-1984. Et toutes les informations concernant la possibilité d'avoir accès au livre, vous le trouvez dans ce descriptif et ce qui renvoie directement à la page. Et je suis très content qu'on parle de Tarkovsky parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit la première fois qu'on s'était rencontrés pour parler de Tarkovsky, mais il y avait un abonné, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, un abonné de la chaîne qui est chauffeur de bus de nuit. On a l'impression que c'est Patterson comme dans le film de Jim Jarmusch. Et en fait, ce monsieur m'avait demandé est-ce que vous pourriez faire un jour des émissions sur Tarkovsky? Donc, je pense qu'il est très content parce que pour l'instant, on en est au 5e, enfin 4e opus. Maurice Darmon, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, je vais très bien. Voilà, malgré le grand âge. Hein. Et malgré l'âge aussi qu'a cette série, parce que vous montrez Nostalgia. En fait, c'était le premier paru à l'époque où ce n'était même pas l'idée qu'il y aurait une série, et il est paru avant le Covid, en 2019. Et donc après, c'est pour ça que cette affaire de Tarkovsky en 7 tomes est très longue en fait, parce qu'elle a été retardée. Et là, nous en sommes au 5e, avec Andrei Roublev par Vincent Amiel, que peut-être vous inviterez aussi, je ne sais pas. Ah bah ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, on va renouer le dialogue. C'est pour quand le livre avec Vincent Amiel? C'est pour quand exactement? Il est sorti. Il est sorti. D'accord. Oui, ok. Et bon, on va régler ça. Bien bon. J'ai une question qui était absolument pas prévue parce qu'hors caméra, on a eu une petite conversation sur le roman, sur le temps scellé, et vous m'aviez informé que dans l'édition du temps scellé, en bas de page, il était écrit roman. Et c'est vrai que souvent, moi-même, je l'avais pas vu. Voilà, perso. Enfin, c'est très rare. Le sous-titre exact du temps scellé, au moins dans l'édition de 2017, je n'ai pas vérifié comment elle était dans l'ancienne édition, s'appelle Le temps scellé, de l'enfance d'Ivan au sacrifice, roman, en sous-titre. Voilà. Alors c'est très intriguant, parce qu'en réalité, quand tout le monde pense que Le temps scellé est un ouvrage théorique de Tarkovsky, où il raconte film après film tout ce qu'il a à dire sur le montage, sur le son, sur la musique, sur les acteurs, sur l'interprétation, bref, on a l'impression d'avoir un gros ouvrage théorique. Bien sûr qu'il y a des incises où il parle de lui, mais jamais on n'attendrait que ça puisse être un roman. Alors c'est quand même questionnant. Hein, c'est quand même questionnant. Et moi, évidemment, je ne dis pas que je résous la question, mais force est de constater que dans tous ces films, plus ou moins, il y a une dimension autobiographique. Y compris quand il prend d'autres sujets comme l'enfance d'Ivan ou Andrei Roublev ou Solaris, on a des dimensions autobiographiques évidentes, qui sont évidentes dans Le Miroir et qui sont, à mon avis, relativement évidentes aussi dans Nostalgia. Et donc, voilà, il traite de façon romanesque sa propre vie, et donc il le dit. Voilà, il le dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils le disent, et qu'ils tiennent à le dire en sous-titre d'un livre. Voilà. Est-ce que ce livre-là, celui-ci, est-ce qu'on peut considérer aussi que c'est un roman? Le livre lui-même. Celui que vous avez écrit. C'est le plus romanesque des 3 que j'ai écrits, hein, parce qu'en réalité, elle est différente, la structure du livre, quand même. Elle est différente des 2 autres, hein. On est bien d'accord. Bien sûr, le Miroir est quasiment une étude avec sa chronologie, son étude, c'est toutes les aventures qu'a pu avoir la production, etc. Le Sacrifice, non, était, vous vous souvenez, éclaté en 5 vues, si vous vous souvenez. Je me souviens très bien. Donc, bon, il s'amusait à une autre structure, mais ce qui m'a frappé dans Nostalgia, c'est, et d'ailleurs, moi aussi, je le dis dans le titre, hein,
Il s'appelle Tarkovsky, Nostalgia, Guerra. Et alors, évidemment, c'est un peu de la provocation que dans quelques présentations que j'ai pu faire, on m'a un peu reproché quand j'ai dit que Guerra n'était certainement pas dans ce film que le scénariste. Et que mon titre, de façon un tout petit peu, oui, provocatrice, le met comme co-auteur quasiment, hein, Tarkovsky, Nostalgia, Guerra. Le titre est intercalé entre leurs deux noms. Mais je suis pas loin de le penser. Alors, donc, en réalité, il s'agit, si on veut continuer sur notre idée qui est au début, il s'agit du roman d'une amitié entre Tarkovsky et Guerra. Par ce film interposé, quand ils se sont connus très rapidement, ils ont eu ce projet. Vous voyez que dans mon titre, il y a marqué 1976-1984, je crois, hein, et de mémoire. Hein. Et en réalité, ils se sont rencontrés en 76 et le film est sorti en 84. Et il n'a été question que de ça dans leur vie, parce que, très curieusement, dès qu'ils se voient, ils ont ce projet, et dès que le film est sorti, au moins si on s'en tient au journal, qui est un autre roman, parce que les journaux, hein, c'est quand même quelque chose où on se rêve, hein, le journal ne donne plus la moindre trace, ce qui s'appelle la trace, alors qu'il en est question dans chaque page quasiment pendant cette période de Guerra, ne donne plus la moindre trace du nom de Guerra. Ah ouais. C'est très curieux. On a vraiment, on ne parle de Guerra que pendant ces années 76-84, autour du projet, mais pas seulement autour du projet, où ils chantent leur amitié, ils chantent leur proximité, ils chantent sa reconnaissance pour cet homme qui l'a beaucoup aidé dans des moments difficiles. Et quand il a les moments encore plus difficiles, qui est la fin de sa vie de 84 à 86, où il a toutes les persécutions du monde avec sa famille qui est retenue, tout ça. Il y a même un comité de soutien qui est fabriqué à ce moment-là, après le film, mais Guerra n'apparaît plus. Je ne sais pas, je n'ai pas d'interprétation, ouais, j'en ai bien une, mais je veux dire, elle serait tellement hasardeuse que ce n'est pas la peine de la soulever, quoi. Parce que c'est vrai que il a été témoin de beaucoup de difficultés de Tarkovsky, et je ne vois pas pourquoi j'ai pris cet accent d'ailleurs, de Tarkovsky. Et peut-être qu'on n'aime pas trop, quoi, les témoins des difficultés dans sa vie. Mais ce n'est qu'une hypothèse méchante. Voilà. Mais alors, parce que Nostalgia, oui, mais ils avaient d'autres projets ensemble. Il y a eu autre chose aussi. Finalement, comment il y a eu des projets préalables, il y a eu des projets préparatoires, mais pas de projets après. Il n'y a plus rien eu après. Il y a eu des projets préparatoires, enfin, au fond, qui ne sont que la préparation, parce que le projet était un projet de télévision qui devait s'appeler, tenez-vous bien, Voyage en Italie. Hein, à mon avis, c'est pas qu'ils savaient pas qu'il y avait un film de Rossellini qui s'appelait ni l'un ni l'autre, surtout, et surtout, c'est pas qu'ils savaient pas que par hasard, Rossellini aurait fait un film qui s'appelait comme ça. Hein, ils l'ont appelé Voyage en Italie. Et je tiens Voyage en Italie par bien des aspects dont je développe bien des points dans mon bouquin, comme un pattern, comme une matrice de nostalgie, par beaucoup d'aspects. Il y a des scènes qui sont pas décalquées, mais qui sont des remakes, en quelque sorte, à sa façon. Tarkovsky fait beaucoup de remakes. Vous vous rappelez du remake du Sacrifice, par exemple, qui était Théorème de Pasolini. Voilà. On a beaucoup parlé. Oui, vous voyez, bon, il a des remakes malins. Et dans Nostalgia, il y a un remake de Voyage en Italie, la séquence d'ouverture. Ils arrivent en voiture tous les deux, et il y a l'homme et il y a la femme. Je ne sais pas si vous voyez. Et la femme veut lui montrer la Madonna del Parto à l'église, et lui dit: tes choses italiennes, elles ne m'intéressent pas, elles me fatiguent, elles m'ennuient. C'est exactement ce que dit Sanders
à Ingrid Bergman dans la voiture. Il veut pas, il est fatigué d'Italie, elle veut lui montrer Pompéi, tout ça. Et lui, il est fatigué, il n'en supporte pas. Donc, on a exactement la scène de départ. L'exposition de Nostalgia cite, moi je peux dire qu'elle cite le Voyage en Italie de Rossellini. Après, il y a, je ne sais pas si on se souvient aussi, dans Voyage en Italie, il y a une grande scène qui se passe dans une espèce de grotte, de catacombe, de crypte, où il y a des femmes qui prient pour la fécondité. Et elles sont là à genoux et elles prient pour la fécondité devant une espèce de momie d'enfant. Et ils montrent ça. Et dans l'église que Gortchakov, qui s'appelle comme ça, le héros de Nostalgia, veut aller voir, et bien comme par hasard, il y a une procession des femmes qui viennent prier ici pour la fécondité devant la Madonna del Parto, qui est une des rares représentations de la Vierge enceinte. Et elle s'appelle comme ça la Madone de l'accouchement. La Madone, elle est juste avant d'accoucher, et il y a d'ailleurs une grande fente dans sa robe sur la fresque de Piero della Francesca. Et dans le film, cette fente va s'ouvrir dans la procession, et il va sortir un vol de mésanges qui va envahir l'église. Voilà. Et donc, cette espèce de fécondité qui va obséder l'héroïne Eugénia d'une certaine façon, parce que c'est une femme sans enfant, Eugénia. Et son nom, Eugénia, c'est l'engendrement, c'est le génie, c'est l'engendrement. Oui, Eugénie, ça veut dire engendrer, ça veut dire ça. Le génisme en français, par exemple, vous voyez, c'est parler de la naissance. Et l'homme s'appelle Andrei, qui veut dire l'homme. Donc on a un couple. Par ailleurs, il s'appelle comme Andrei, bien sûr, hein, mais le nom de l'homme veut dire l'homme et le nom de la femme veut dire la femme, celle qui engendre. C'est drôle. Enfin, bref, il y a tout ce thème, tous ces croisements avec Voyage en Italie, d'une part, et bien sûr, je pense qu'il y a aussi derrière Allemagne année zéro, parce qu'on a toute cette culte de la ruine qui parcourt absolument tout Nostalgia, où on circule dans des églises en ruine qui ne sont pas sans rappeler certains paysages de Berlin dans Allemagne année zéro, tout en ruine après le bombardement. Voilà. Donc Rossellini, il n'est pas là par hasard, quoi. Dès le premier titre qui les unit, et longtemps, il s'appelle Voyage en Italie. C'est long, mais c'est net. Non, mais c'est toujours intéressant, mais en vous écoutant évoquer comme ça certains noms propres, je me pose la question de savoir est-ce que, et puis parce qu'aussi dans le livre on en parle, ce film Nostalgia, est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut considérer que c'est un film sonore avant d'être un film dialogué? Alors là, tout à fait, parce que là, si vous voulez, la bande son de ce film, elle est. Alors, on va faire le monsieur savant. Vous savez que la critique distingue la diégétique et ce qui n'est pas diégétique. Hein. Diégétique étant les musiques qui sont dans l'histoire même du film, c'est-à-dire, bon, le film croise un orchestre, on entend de la musique, quelqu'un met un disque, on entend le disque, et puis il y a la musique qui est non diégétique, qui est la musique d'accompagnement, qui est la musique d'Hitchcock, par exemple, quand les séances sont là. Donc, on distingue ces deux musiques. Bon. Il n'y a pas, alors, parlons donc d'une musique qui est dans l'histoire et d'une musique qui est d'une musique de film. On va les appeler comme ça pour les parler plus simplement. Il n'y a pas de musique de film dans Nostalgia. Toutes les musiques qui sont là, c'est la voix de femme qui chante, c'est des bribes de musique chinoise parce qu'il y a un général chinois ou un militaire chinois dans l'hôtel qui est fanat de musique et on l'entend apporter, un bout du Requiem de Verdi, l'hymne à la joie de la 9e symphonie que dans la maison, ils mettent sur un pick-up, quoi, hein, sur un électrophone, et puis c'est tout. Il n'y a aucune musique de film. En revanche, on pourrait, enfin, si j'avais eu à faire une vue
hein, comme j'ai pu la faire sur le sacrifice, sur Nostalgia, il y avait une vue à faire sur les bruits de Nostalgia, qui sont extraordinaires. Il y a des bruits de pas, il y a les pépiments des mésanges quand elles s'en vont, il y a les bruits de pas, il y a les bruits de talons de la femme dans l'église, il y a les gazouillis, les grincements de portes, de fenêtres, une scie circulaire qu'on entend comme ça de temps en temps, une chasse d'eau à la fin. Quand il est dans l'hôtel romain, on entend une chasse d'eau qui court, on ne sait pas pourquoi. Et le tout extrêmement amplifié. C'est à mettre en liaison, à mon avis, avec la décision qu'il a eue à partir de Solaris de s'adresser à la musique concrète, d'abord avec Artemiev. Hein, dans Solaris, il y a toute une musique concrète, moderne, etc. Et après, un jour, il dit non, il faut, dans le temps, c'est les romans, il dit non, il faut se passer de musique de film et donner la priorité au langage des choses, au bruit, à la réalité raisonnable des âmes concrètes, des animaux. Il y a beaucoup d'aboiements, de chants divers. Et je voudrais juste le mettre en liaison, cette priorité qu'il a sur les bruits, les sons, et aussi les gestes d'ailleurs, et parce que les gestes font un bruit, toujours quand ils sont. Et il dit à un moment, résister à l'inflation de l'émotion et en venir à la vraie mesure des choses. Et ça, c'est ça qui est le son chez Tarkovsky, à partir de Stalker, très clairement. Là aussi, il y a une bande-son dans Stalker incroyable. Et dans le sacrifice, bien sûr, on aura aussi une bande-son. Il s'agit donc de filmer le bruit. Pas seulement le temps, comme il dit, filmer le temps, mais il filme le son de la vie. Et je crois que Nostalgia est vraiment celui où ça va se faire de façon absolument contrôlée, décisive, fictionnelle presque, parce que c'est filé d'un bout à l'autre, cette attention au son. Vous savez, Godard, il avait publié plusieurs de ses films en CD. Exactement. Hein, Nouvelle Vague, par exemple. Nouvelle Vague, par exemple, c'était en CD. Nouvelle Vague, voilà. Et Histoire du cinéma. Histoire du cinéma existe entièrement en bande-son seulement. Voilà. C'était le même qui disait qu'il fallait fermer les yeux pour voir les films, quoi. Et ouvrir les oreilles. Et bien, je crois qu'il a un peu à mes yeux, c'est comparable. Les musiques vocales, les voix de femmes. Il y a une voix de femme qui chante une berceuse à un moment, qui n'est pas totalement une musique de film. C'est dans ses souvenirs à lui que cette femme chante. C'est toujours. C'est souvent comme ça chez Tarkovsky. Le miroir, par exemple, ça parle beaucoup de ça. Voilà. Mais quelle place occuperait, parce qu'on parle de Tonino Guerra, quelle place occuperait l'espace italien dans le film, dans Nostalgia? Est-ce que c'est plutôt... C'est un lieu réel, c'est mental, c'est... Oui, tout est réel. Tout est absolument réel et repéré. Le livre repère tous les lieux les uns après les autres. Et j'ai connu des gens qui ont fait le parcours. Parce qu'on peut donner, pratiquement, on peut dire, il y en a qui sont absolument évidentes. Hein, on les connaît parce que ce sont des lieux qu'on peut visiter, qui sont touristiques presque. Mais par exemple, il y a un moment, une scène qui est dans une pente comme ça et qui domine une rivière, et où Tarkovsky filme quelque chose qui est censé se passer dans son mémoire en Russie, alors qu'elle se passe en Italie et en Toscane. Et je pouvais donner la départementale temps par laquelle on y allait et le kilomètre dans lequel il y avait l'embranchement pour trouver ce coin exact. Voilà. Et je ne l'ai pas fait moi-même, mais je connais des gens qui l'ont retrouvé et qui m'ont envoyé la photo. Donc, on a vraiment un repérage extrêmement précis. Vous parlez enfin, il y a un film qui s'appelle Tempo di Viaggio, qui est tourné par Guerra
et par Tarkovsky, qui est dans le coffret. Si vous achetez le coffret de Potemkin, il est pas en bonus, il fait partie. C'est un film de Tarkovsky, en fait, on oublie. Exactement. Mais il est fait à deux avec Guerra, et ça raconte le voyage préparatoire que Guerra fait faire à Tarkovsky pour repérer tous les lieux du film. Alors ça se passe très mal, parce que Guerra veut lui montrer, il est fou, il veut lui montrer l'Italie qui est de son cœur, l'Italie de son histoire, et l'autre lui dit non, mais ça m'intéresse pas, moi ce que je veux c'est voir des gens qui mangent des spaghettis, bon, voilà. Et donc ça se passe pas très très bien, mais il y a des moments très importants dans le film, il faut le voir, hein, Tempo di Viaggio, qui est la variation temps de voyage, parce qu'on ne pouvait pas garder voyage en Italie, quoi. Donc ça devient le temps du voyage, et c'est là qu'il lui montre, par exemple, la Madonna del Parto, c'est lui. Il la lui montre d'abord sur un livre, et il réfléchit sur qu'est-ce que c'est qu'une reproduction. Et la Madonna del Parto, alors elle n'est pas dans l'endroit où elle est montrée dans le film, parce qu'elle est ailleurs en réalité. Il a fait une reproduction qu'il a mise sur un mur pour pouvoir tourner le film là où il voulait le tourner. Elle n'est pas dans son lieu d'origine, mais il lui montre. Il lui montre ça, il lui montre Bagno Vignoni, on le voit dans le film, là où il y a la piscine qui va traverser à la fin, dans le film, dans la séquence de Tempo di Viaggio, on les voit être à Bagno Vignoni, et Guerra dire, quand il a vu ça, il a su qu'il faisait le film. Alors, si on enlève la présentation par Guerra de la Madonna del Parto, de la fresque, si on enlève le lieu de la piscine, si on enlève l'église inondée qui lui montre où elle existe, si on enlève l'abbaye de San Galgano de la fin où Dieu parle à Eugénia, hein, on y reviendra, il n'y a plus rien dans le film. Il n'y a plus rien. Donc, Guerra lui a apporté tous les éléments scénographiques pour qui ne sont pas des décors, qui sont l'âme même des choses. Alors, donc, il lui apporte tous ces décors. Et puisqu'on y est, qui est Tonino Guerra? Tonino Guerra, c'est le plus important scénariste italien d'après-guerre. C'est quelqu'un qui fait tous les films, quasiment tous les films d'Antonioni au point de vue du scénario, que ce soit L'Avventura, La Notte, L'Eclipse, Zabriskie Point, Désert Rouge, Blow Up, enfin, il est le responsable de tous les scénarios d'Antonioni. Il est le responsable de beaucoup des scénarios de Rosi, Francesco Rosi. Il est le responsable de Fellini, des scénarios de Fellini. Il est le responsable de 9 films de Théo Angelopoulos. Bon, c'est plus l'Italie, mais on voit que c'est un scénariste immense. C'est le plus grand scénariste italien de l'après-guerre. C'est lui qui fait tous les films importants. Bon, et l'affaire Mattei, Lucky Luciano, Cadavreschi, Carmen, Le Christ, Starretere, Boli. Enfin, on n'arrêterait pas, il en a fait 200 peut-être, les scénarios. Voilà. Et Ginger et Fred, La Naveva, tout ça, c'est lui. Alors, donc, c'est pas n'importe qui, déjà. Et en plus, il faudrait revenir à l'histoire de la rencontre de Tonino Guerra avec Tarkovsky, parce qu'elle est drôle. En 75, ils se connaissent pas. En 75, Guerra est invité à un festival du film à Moscou, dans lequel il rencontre ce qui va être sa femme, qui est Eleonora, qui était la femme d'un directeur de Mosfilm, rien que ça, et il lui pique sa femme, ils s'installent tous les deux à Moscou, et ils restent là. En 75, d'ailleurs, à ce festival même où il rencontre Eleonora, Antonioni dit « Moi, si vous ne me montrez pas le miroir, je m'en vais. » Alors, le miroir était interdit, absolument. Enfin, je veux dire, ça a été le film le plus interdit possible de Tarkovsky. Et donc, il lui montre, parce qu'il faut garder Antonioni. Alors, c'est rigolo, parce qu'on a, dans ce moment où Guerra rencontre sa femme, qui fait qu'il va habiter la Russie, et qu'il va connaître lui-même Tarkovsky en Russie, et qu'après, comme ils vont se marier tous les deux, la femme, et qu'ils vont revenir en Italie, ils vont l'inviter en Italie. Donc, en réalité, sans que ça se sache, tout ça, ça se noue à ce festival où Antonioni exige de voir le miroir.
c'est quand même extraordinaire comme histoire. Bon. Donc, ils se rencontrent, il l'invite, et à partir de là, ça ne se passe pas bien entre la Russie et entre l'Union soviétique et Tarkovsky à ce moment-là. Ça ne se passe pas très bien du tout depuis le miroir et depuis Stalker, tout ça. Donc, il est vraiment... Alors, il part, à propos d'Antonioni, d'ailleurs, on lui avait dit à Tarkovsky que Antonioni avait dit ça. Et donc, il écrit dans le journal un truc extraordinaire, il dit « J'ai failli avoir le bon de sortie, et puis je ne l'ai pas eu ». Le bon de sortie, vous savez, c'est dans le Tour de France, là, quand l'échappé a le droit pour le peloton, on le laisse partir. Ça s'appelle ça le bon de sortie. Et lui, il dit ça, j'ai pas eu mon bon de sortie, j'ai pas pu rencontrer Antonioni. Et donc, cette rencontre-là fait se rencontrer Guerra tel qu'il est, c'est le grand Guerra, qui l'invite en Italie, il va lui présenter tout le monde, Antonioni, tous ces gens-là, Fellini, il va les rencontrer, il va vivre des années en allant et en venant d'abord, et puis finalement en finissant par s'installer complètement en Italie pendant ces 6 années. Hein, il fait 4 voyages pour le film, et il en avait fait 3 avant, et il fait 4 voyages pour le film, et le dernier évidemment c'est celui où il reste définitivement, pendant lesquels Guerra, le pilote en Italie, le loge, lui et son intercesseur lorsqu'il y a des problèmes avec l'Union soviétique, parce que comme il parle russe, c'est lui qui va en Russie discuter et le défendre dans les mauvais pas. Il est quasiment donc son producteur, on peut dire. Hein. Il est son intercesseur, il est son fournisseur, plus que du scénario, il est le fournisseur de quasiment tout. Il faut savoir, par exemple, il était aussi écrivain et poète romagnol, Guerra. Il faut savoir que pratiquement tous les moments importants du film, en particulier la traversée de la piscine à la fin, sont des choses que, par exemple, la traversée de la piscine, elle vient d'un poème que Guerra a écrit en 1945 en captivité, et il l'a recyclé dans ce film. Et dans le journal de Tarkovsky, à un moment, il est écrit « Ah, Guerra a eu l'idée de la bougie allumée, ça y est, on tient le film. » C'est pas rien quand même. Hein. Je veux dire, et tout ce que crie Domenico sur la statue du Capitole, là, tout ce qui crie comme ça avant de se brûler lui-même, ce sont des poèmes de Romagnol, de Guerra, qui sont réinjectés dans le film à titre de texte. C'est bien plus que le scénario, ça. Voilà. Alors donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui lui fait découvrir l'Italie, y compris de celle dont il ne veut pas, mais quand même, il va comprendre qu'il se joue des choses avec les ruines, qui lui fait connaître, qui met en place les scènes clés qui vont déclencher l'imaginaire de Tarkovsky. Il ne s'agit pas de lui enlever ce mérite, hein, mais c'est un peu plus qu'un scénariste, quoi. Voilà. Il est, par bien des aspects, co-responsable, en tous les cas, de l'existence de ce film. Parce que je sais que vous suggérez que ce film est aussi une espèce de critique du langage. Est-ce que c'est parce que c'est Tonino Guerra qui en est responsable de cela? Non, alors là, enfin, si vous me permettez, c'est peut-être une autre question, parce que la question de la critique du langage, pour moi, ça renvoie à un malentendu avec Tarkovsky. Et ce malentendu, il ne date pas de Nostalgia, il date au moins de Stalker, et peut-être même de Solaris. C'est-à-dire que si on voit ces films-là, Solaris est en troisième quand même, parce que avant vous avez L'enfance d'Ivan, qui est l'histoire de cet enfant dans la guerre. Après vous avez la grande fresque d'André Roublev, ouais. Où les choses qui se disent sont importantes. Mais à partir de Solaris, je défends l'idée que de plus en plus, Tarkovsky va mettre en scène, qu'il le veuille ou non, vraiment, je n'en sais rien, mais va mettre en scène des gens bavards.
Le comble étant atteint, évidemment, avec l'Alexandre du sacrifice. Words, 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 il le dit lui-même. Et d'ailleurs, il va se condamner au silence, comme Roublev se condamne au silence. Et donc, on a, dans tous ces films, pour moi, c'est éclatant dans Stalker, on se fout éperdument de tout ce qu'il raconte. Les souvenirs qu'on garde de Stalker ne sont pas les contenus des discours des gens. Ils sont les images qu'on voit, qui sont extraordinaires. La drésine, voilà. Dans le miroir, dans Nostalgia, on a affaire à deux fous furieux du bavardage. Le Domenico, qui prêche partout et qui finit par, enfin, un dingo, quoi. Et Gortchakov, qui n'est pas loin d'être aussi un grand fou. Je veux dire, puisqu'il laisse tomber tout pour se consacrer à cette histoire de bougie et tout ça. Bon. Et il faut les voir déblatérer ensemble des choses. Bon. Et en réalité, tout ça finit par aboutir au silence. Alors, peut-être qu'il prenait au sérieux les contenus des grands discours philosophiques, parce qu'il a toujours pensé que c'était un grand philosophe, Tarkovsky. Il a toujours pensé qu'il était un grand penseur. Enfin, il faut voir que quand on regarde sa vie, sa pensée, elle devient table tournante, théosophie, je commence à croire à la médecine parallèle pour soigner un cancer avec du tricostérile. Je veux dire, on est dans quelqu'un qui est quand même en train de s'abandonner à une autre forme de séduction de l'Orient que celle qu'il avait au début, et qui est quand même une attraction pour une pensée irrationnelle, finalement. Hein. Donc, peut-être qu'il se prend au sérieux. Mais le résultat, c'est que ces personnages parlent, comme moi en ce moment. et finalement... Mais vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas fou comme les deux personnages, je l'espère. Je ne compte pas me consacrer au silence. Je ne compte pas devenir muet. Hein. Alors que eux, c'est finalement leur destin. Alors, dans Stalker, on a cet écrivain, ce professeur, ce Stalker lui-même, qui sont complètement bavards. Et en contrepoint, on a cette épouse qui a juste une scène d'hystérie, quoi, qui se tord sur le sol, etc., qui n'a rien à dire. À la fin, elle prend la parole, mais d'une façon sérieuse, elle, et pas très longtemps. Alors, il y a ceux qui parlent sans arrêt, et puis toujours on aboutit à ce qui se tait. Donc, je crois que l'entreprise de Tarkovsky est volance-nolance, quoi, qu'il le veuille ou non, hein, dirigée, axée, construite sur une critique du langage. J'aimerais bien qu'on reste là-dessus, mais comme on a évoqué ces deux personnages intéressants, Domenico et Gorchakov, et par rapport à cette espèce de folie, moi j'aimerais savoir quel serait dans le parcours spirituel, par exemple, de Gorchakov, comment on peut définir la place de la foi ou de son absence dans ce parcours spirituel et donc dans le film finalement. Alors, quand je disais tout à l'heure que Tarkovsky, je ne sais pas s'il voulait cette critique du langage et cette critique de la logorée, hein, je ne sais pas, mais c'est vrai que quand il parle d'Alexandre, il y a des moments où il dit c'est un saint, l'Alexandre du sacrifice. Il dit c'est un saint, et je pense que pour Andrei, il a aussi pensé que c'était le genre de parcours qu'il pouvait épouser lui-même. Enfin, je veux dire, hein, aller se mettre à l'école des fous, des Eurodivi. Vous savez, les fameux Eurodivi de la littérature russe. Hein. On a des Eurodivi partout, chez Dostoïevski, chez Moussorgsky, qui était lui-même un fou ivrogne. Et quand il a fait Boris Godunov, c'est un opéra que Tarkovsky a monté à Londres sur scène. Et dans Boris Godunov, il y a ces fous là. Alors comment il s'appelait dans les frères Karamazov, il y a Zosima par exemple, qui est un idiot. Il y a l'idiot tout simplement. L'idiot. Voilà. Il y a le Nokolka. Voilà. Dans Boris Godunov, il y a Nokolka. Tous ces personnages sont des Eurodivi. Qu'est-ce que c'est qu'un Eurodivi? Un Eurodivi, c'est un fou. C'est un fou qui est censé, vous qui connaissez l'Afrique du Nord, qui est censé avoir un peu le rôle de Jaha. Ah oui. Jaha, le simple, mais ce simple-là
il dit des choses qui mettent en question le pouvoir politique, le pouvoir clérical. Rappelez-vous de Jaha qui a été enterré à l'envers et en chien de fusil, alors qu'on doit enterrer les musulmans droit et la tête tournée vers la Mecque. Jaha, qui est lui-même Hajj, Ouais. hein, qui est lui-même un verlan de Hajj. Bon, eh bien, on a quelque chose d'un peu similaire dans ce personnage oriental, du simplet oriental. Il vient du Yémen au départ, qui est oriental et qui traverse la Turquie sous le nom de Hosseddin Hoxha. Et donc, de l'Orient vient ce simplet que nous connaissons, nous qui connaissons l'Afrique du Nord, mais qu'on retrouve dans Sancho Panza, par exemple, hein, de Cervantes, par exemple, et qu'on retrouve aussi dans Giuffa, en Sicile. Eh bien, le Eurodivi, c'est encore plus orchestré que ça. C'est-à-dire que c'est la grande littérature qui s'empare de cette figure du fou, mais ce fou est en train de dire les 4 vérités au pouvoir, aux prêtres, à tous les institutions qui font souffrir le peuple, un peu le André Roublev, un peu, hein, et la simplette de André Roublev, là, cette femme qui circule dans André Roublev, qui le protège parce que pour elle, il tue quelqu'un. Donc on a ce personnage du Eurodivi, et est-ce que c'est sans doute une coïncidence comme il y en a tant, mais qui parfois nous autorise à faire des rapprochements. Est-ce que c'est un hasard s'il est allé en Toscane tourner ça? Parce qu'il y a un Eurodivi en Toscane, c'est Saint François. Oui, François d'Assise, qui parle aux oiseaux, voilà, et qui vit une vie simple et qui dit bon voilà, il n'y a rien à dire, il faut parler avec les oiseaux. Est-ce que Domenico et Gortchakov ne sont pas des gens qui sont susceptibles de parler aux oiseaux? Bah, c'est une question que je me pose. Et comme François. Donc on a ce personnage-là qui est une histoire où la folie devient sainte. Peut-être que ça répond un peu à ce que vous me posiez comme question. Et par rapport à, vous en avez un peu parlé au début de l'émission, si on reste toujours dans la dramaturgie du film, dans ce rapport spirituel, il y a aussi un autre personnage qu'on dit secondaire, mais je me demande si c'est vraiment un personnage secondaire, c'est Eugénia. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-là? Alors, dans le sacrifice et dans peut-être même aussi dans le miroir, on avait terminé sur la soi-disant misogynie, enfin la misogynie réelle de Tarkovsky. Et puis moi, j'avais par une sorte de provocation que vous aviez relevée, terminé en disant après tout, est-ce qu'on n'a pas un film féministe? Bon, vous aviez un peu une moue dubitative ce jour-là, je me souviens, mais Eugénia quand même. Je disais ça aussi à propos de Julie, le personnage de Julie dans le sacrifice. Ça, c'est ma soirée, elle est toujours là. On va laisser. Oui, elle sonnera dans toutes nos émissions. Hein. Exactement. Et donc, Eugénia, vous vous rappelez de Julie, la servante, hein, qui est jouée par Valérie Mérès. Bien sûr. Je pensais que c'était un personnage qu'il avait mis comme ça en arrière-plan, lui-même en pensant que c'était pas très intéressant. Il la prenait parce qu'il voulait avoir de l'argent. Et quand il prend Domiziana Giordano dans Nostalgia, parce que c'est elle qui joue Eugénia, il dit d'elle qu'elle est belle mais tarée. Bon, il dit d'elle aussi, enfin il dit rien d'elle, mais en tous les cas, alors que tout le film est soit doublé parce que les gens ne parlent pas l'italien, soit joué quand même par le personnage lui-même. Gortchakov, par exemple, c'est lui qui parle. L'italien qu'il apprend très mal, mais on lui apprend. Erland Josephson, quand il se fait brûler et qu'il parle en haut de sa statue, il a appris l'italien pour l'articuler, pour qu'on puisse suivre les mots, et donc après on le double. Bon, mais il a appris les tirades qu'il avait à dire et il les a dites en italien.
Domitiana Giordano, dans un film italien, est la seule actrice du film à être italienne. Il la double. C'est pas elle qui parle. Incroyable. Bon, alors, je veux bien qu'il y ait eu des contraintes de production, qu'elle n'était pas disponible probablement à ce moment-là. On peut expliquer ça de façon plus terre à terre, mais quand même, hein, je veux dire, cette Domitiana Giordano, elle est traitée par-dessus la jambe par Tarkovsky lui-même. Il n'en tient pas plus grand cas que ça, mais moi, je suis amené à penser quand même que dans la galerie des femmes de l'ensemble des films de Tarkovsky, il y a qu'elle comme ça. Toutes les autres sont des mères, sont des épouses. C'est la seule à être célibataire, sortie d'on ne sait d'où, partant on ne sait où, se demandant si elle veut pas, voulant une aventure avec ce Gortchakov, à l'évidence. On n'a jamais ça dans des films de Tarkovsky. Lui montrant ses seins, en ce moment, se dépoitraillant complètement. Et on voit son sein. Vous avez vu beaucoup de seins, vous, chez SEIN, hein, Oui, bien sûr. Tarkovsky, non, parce qu'on voit des seins. SEINTS, on en voit. Hein, mais on ne voit pas de seins comme ça. On en voit un, on a failli en voir un dans une scène de Stalker quand elle se roule par terre et qu'elle a un chemisier où on voit un téton comme ça, qui est à travers, qui est une scène magnifique et que nos auteurs dans Stalker qui paraîtra à l'automne, Stalker sera écrit par Jacques Aumont et Vincent Amiel conjointement. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, nous sommes en train de le préparer pour l'automne. Ça, c'est un scoop. Hein. Ah bah, je suis même très content. Vous êtes le premier à le savoir. Vous êtes le premier à le savoir. Et je me donne le droit de le dire. Oui. Bon, ce sein qu'on voit sous la chemise, la petite chemise de nuit de la femme de Stalker, elle est l'objet de bien des commentaires chez eux. Parce qu'on ne voit jamais ça. Et là, on le voit carrément nu, ce sein. Eugénia dit une chose extraordinaire à un moment, sur laquelle moi dont j'ai fait un sort. Au moment où elle le quitte, il la chasse. Pour la retrouver à la fin, tout à fait protestataire, je veux que tu me baises, quoi. Elle lui dit carrément, mais en même temps, elle est dans sa chambre, elle l'attend dans son lit, elle prend sa douche chez lui, enfin bon, elle s'offre. On n'a jamais vu ça. Et quand il la chasse, elle lui dit, je suis traductrice. Et elle lui dit, et toi, tu penses que tu te débrouilles toi avec ton italien, tu en sais assez pour parler avec ce fou-là. Moi, je suis traductrice. Et moi, je peux te dire que, alors ça, les traducteurs qui entendent ça, ils sont scandalisés, parce qu'un traducteur, c'est surtout pas ça. Elle dit, je peux même te dire que tous ceux que j'ai traduits, je les ai améliorés. Il n'y a que Borges qui dit ça, quand il dit que les traductions sont meilleures que ses livres. Voilà, il n'y a que lui qui dit ça, c'est Borges. Bon, et donc elle dit ça. Or, ça renvoie bibliquement à ce qu'était, par exemple, chez Moïse, dans la cour des pharaons, etc., l'interprète. L'interprète était chargé, par bonté, par mission divine, en quelque sorte, de faire rendre au texte qu'il avait à interpréter pour l'autre ce qu'il avait de meilleur. Et sans le savoir, probablement, Eugénia dit, je ne suis pas traductrice, je suis cet interprète, je suis ce médiateur qui rend les relations meilleures. Un traducteur, vous lui dites, tu améliores un texte, il se rebelle, il dit, oh non, non, pas du tout, moi je suis fidèle, je respecte mon auteur. Ouais, bien sûr. Donc elle a cette espèce de chose qu'un traducteur négligerait en disant, mais c'est même pas une bonne traductrice. Ah, moi je dis que c'est pas une bonne traductrice peut-être en leur sens, mais que c'est une excellente interprète. Et elle, là, dans ce rôle, elle n'est pas traductrice, elle est interprète, au sens banal du terme. Elle fait circuler la parole de l'un à l'autre, mais d'une façon telle que ces gens sont meilleurs à leurs yeux les uns les autres. Et ça, Gortchakov n'en veut pas. Mais elle le dit. Elle le dit. Alors, oui, Eugénia, pour moi, est peut-être
plus central qu'il n'y paraît dans... J'ai déjà parlé de son nom tout à l'heure, hein, et peut-être plus central qu'il n'y paraît dans la fable de Nostalgia. Elle est interprète, mais Tarkovsky ne s'empêche pas de lui, ne se prive pas de lui retirer sa voix à l'actrice. Ah oui, non, mais alors, vous travaillez sur la critique de cinéma. Moi, j'ai une idée. Bon, évidemment, on peut faire dire ce qu'on veut à cette idée-là, mais j'ai une idée que les grands cinéastes sont toujours débordés par leurs œuvres. Et qu'ils font des films qui sont plus grands qu'eux. Je pense ça de Godard. Je pense ça de Tarkovsky. Je crois que dans le processus créateur, il y a quelque chose qui habite le créateur dont il rend compte, y compris contre ses propres préjugés. Je parlais de Godard. Je me rappelle, en 67, j'avais 26 ans déjà, 25 ans avant les événements de mai, et dans mon environnement immédiat, il y avait des gauchistes. Mais alors, des gauchistes, ceux qui allaient se manifester en 67, les Marot, les Spontex, les trotskistes, les 4e internationales, et moi je suis pabliste, et moi je suis lambertiste, enfin bon, des grands fous. Bon. Quand Godard fait La Chinoise, moi j'étais pas gauchiste. Je n'étais que ce qu'ils appelaient un stal, hein, c'est-à-dire un membre du Parti communiste. Quand Godard fait La Chinoise, ça sort, Godard est persuadé qu'il fait un film sur la jeunesse d'aujourd'hui. Il est désespéré parce que les Chinois refusent son film et lui renvoient la figure. Il se demande ce qui lui arrive. Et les Chinois, les pro-chinois de mon entourage, disent « Oh, enfin un film politique qui montre les Chinois. » Je dis « Vous n'avez pas vu que c'est une comédie de mœurs, cette affaire-là ?» On voit des jeunes, les Léo et tout ça, qui sont en train de passer des vacances dans l'appartement de papa-maman, qui est un appartement bourgeois, et quand ils reviennent de vacances, ils repeignent tout en bleu, blanc, rouge. Et pendant ce temps-là, ils ont écouté Radio Pékin sur des postes à 500 000 balles, hein, et Janson fait la leçon à Wiazemski en disant « c'est pas comme ça qu'il faut travailler, on va pas faire un attentat à l'ambassade de l'Union soviétique ». Donc en réalité, dans son honnêteté foncière d'observateur de ce qu'était la jeunesse d'aujourd'hui, Godard enregistre que c'est une parole de petit bourgeois, enregistre la folie de ces gens-là et la montre. Il ne sait même pas qu'il la montre. C'est ça que je veux dire. Quand Balzac fait la comédie humaine, il l'a fait pour restaurer les Bourbons. Ça devient un ensemble qui va dénoncer le règne de l'argent et qui va fasciner Marx. Voilà encore quelqu'un qui parle au-dessus de ce qu'il fait. C'est ça les génies. Ce sont pas des gens qui veulent dire ce qu'ils font. Ça dit pour eux. Parce qu'ils ont une telle honnêteté, un tel scrupule à filmer la vraie mesure des choses, que ça passe. Et que les films témoignent pour eux beaucoup plus que ce qu'ils veulent dire. Alors évidemment, vous allez dire avec un truc comme ça, on le fait dire n'importe quoi à n'importe qui. Eh bien, moi, je pense que, en effet, Tarkovsky est misogyne, mais que ces femmes dans ces films sont extraordinaires. Voilà. Que ce soit Eugénia, que ce soit Julie, que ce soit l'épouse du Stalker, que ce soit la simplette d'Andrei Roublev, mais aussi, évidemment, les personnages plus canoniques de l'infirmière, de Soldate, d'Enfance d'Ivan, les personnages du miroir, quand même. Hein, quand même, cette Marussia qui prend 2 rôles, cette Natalia, cette extraordinaire actrice. Voilà. Ça me rappelle, oui, bien sûr, comme d'habitude, ça me rappelle un tout petit texte de François Truffaut qui disait que lorsqu'il était critique de cinéma dans les années 50, il n'était pas fordien, pas un cinéaste qui le sensibilisait, surtout parce qu'il n'aimait pas la manière qu'avait Ford de traiter les femmes au cinéma. Et puis, il disait, Truffaut, que lorsqu'il est devenu cinéaste, il a revisité
l'œuvre de Ford et il s'est aperçu qu'en fait, c'était pas forcément une espèce de misogynie, c'était différent, beaucoup plus complexe que ça. Et qu'en fait, ça me rappelle ce que disait, enfin, ça me rappelle, en tout cas, ça me rappelle. Voilà. Et en entendant ce que vous dites, l'inverse est vrai. C'est-à-dire ceux qui font des films à message, qui veulent que leurs films disent quelque chose, ils en disent moins que leurs films. Ils en disent moins que ce qu'il faudrait en dire. Enfin, je veux dire, bon, je vais peut-être embêter, mais des gens comme, par ailleurs respectables, hein, il ne s'agit pas de ça, comme Costa Gavras, Ken Loach, qui font des films à message. Mais même Godard, ils font des films dont ils sont persuadés qu'ils sont en train de donner un contenu idéologique extraordinaire. Ben, ça tombe à plat. Ça tombe à plat parce que c'est caricatural, c'est simplificateur, etc. Et un jour, Godard, heureusement, il a rencontré Miéville pour lui dire « Oh, hey, tu sais ce que c'est qu'une femme? C'est pas Bardot, c'est pas Karina. C'est autre chose, les femmes. » Et alors, on a Sauve qui peut la vie. Qui est-ce qui a fait Godard? Question intéressante. Qui est-ce qui a fait le troisième Godard? Celui qui redevient attentif à une sensibilité lyrique, à la mélancolie de la vie, à ce que c'est qu'une femme dans son épaisseur. C'est peut-être Miéville. Oui, mais ça, je pense qu'il s'en est jamais vraiment caché. D'ailleurs, moi, me concernant… lui, il le sait. Et il le sait. Mais me concernant, pour moi, la partie la plus intéressante de sa filmographie, ça reste à partir à partir de Sauve qui peut la vie, quoi, jusqu'à… On aurait encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, on est rattrapé par le temps. Sur lesquels ce que je raconte à propos de vos questions, j'en ai plein encore. Mais par contre, sachez que le livre, voilà, il y a le lien dans le descriptif de cette émission. Et on a dit très peu de choses de ce qu'il y a dans le livre, donc c'est pour ça qu'il faut être assez curieux. Mais on va revenir sur Tarkovsky plus tard dans d'autres émissions, j'en suis même persuadé. À partir de là, vous reviendrez avec d'autres que moi, parce que moi, exactement. Mais pourquoi ne pas penser une autre émission un peu plus, je sais pas, une émission somme, comme on dit. On verra. Alors à 4. Hein, parce que finalement, on sera il y aura moi, Amiel, Aumont, et la quatrième, je ne peux pas encore vous dire son nom parce que je n'ai pas le texte en main, mais on sera 4 à avoir fait ce cycle de cette… et peut-être de 8 s'il y aura un 5e, mais ça, c'est encore tout à fait en gestation dans ma tête parce que j'aimerais bien finalement faire quelque chose sur les courts-métrages. Ah bah écoutez, je vais vous dire une chose, je ne sais pas si vous allez prendre ça comme un compliment. Ce jour-là ou ce soir-là, lorsque j'aurai toutes ces personnes, compris vous, ce sera un peu les Avengers de Tarkovsky, de l'œuvre Tarkovsky. On fera un stalker. Non, encore qu'il y aura peut-être une femme dans l'affaire. Merci beaucoup Maurice, et puis à très vite. Merci à vous, merci beaucoup. C'est un peu désordonné tout ça. Mais bon. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.